Grozny, nuit du 31 décembre 1994. Le lieutenant-colonel à la tête de la colonne blindée de la 131e brigade de Maïkop regarde sa carte. Elle date de 1980. Certaines rues qu'elle indique n'existent plus. Certaines rues qui existent n'y figurent pas. Devant lui, la ville est noire. Les ordres disent d'avancer. La logique du commandement était simple et, sur le papier, imparable. Le 31 décembre, les Tchétchènes fêteraient le Nouvel An. Ils boiraient, ils chanteraient, ils ne se battraient pas. Les colonnes blindées entreraient dans la ville, prendraient le palais présidentiel en quelques heures, et la guerre serait terminée avant que le monde ait eu le temps de s'en apercevoir. C'était le plan. Il avait été approuvé. Il avait été transmis. Il allait être exécuté. Ce que le commandement n'avait pas prévu, c'est que Djokhar Doudaïev avait eu exactement le même raisonnement. Il savait que les Russes pencheraient pour une nuit de fête. Alors ces hommes ne fêtèrent pas le Nouvel An. Ils prirent position dans les étages, dans les caves, sur les toits. Ils attendirent. Grozny était une ville de béton soviétique, construite pour durer des siècles, avec des immeubles de 9 et 10 étages qui surplombaient des avenues larges comme des couloirs de prison. Un couloir parfait pour une colonne blindée. Un couloir parfait pour une embuscade. La 131e brigade entra dans la ville avec ses chars T-72 et ses véhicules blindés de transport de troupes. Elle avança dans les rues étroites du centre. Et là, quelque chose d'extraordinairement simple se produisit. Les chars s'arrêtèrent. Pas à cause d'une panne, pas à cause d'un obstacle. Ils s'arrêtèrent parce que la colonne était trop longue pour manœuvrer dans les rues, parce que les véhicules de tête bloquaient ceux de queue, parce qu'un char de 60 tonnes ne fait pas demi-tour dans une rue de 12 mètres de large. La colonne se figea, et les hommes de Doudaïev commencèrent à travailler. Un lance-roquettes RPG-7 coûte moins de 300 $ sur le marché noir de l'époque. Un char T-72 coûte environ 2 millions de dollars. Cette nuit-là, l'équation se vérifia à de nombreuses reprises. Les combattants tchétchènes tiraient depuis les étages supérieurs, depuis les angles morts que les équipages ne pouvaient pas couvrir. Et voilà où résidait le problème fondamental, le problème que personne dans l'état-major n'avait voulu regarder en face. Le canon d'un T-72 peut s'élever jusqu'à 13 degrés au-dessus de l'horizontale. 13 degrés. Cela suffit parfaitement pour détruire un autre char sur un champ de bataille ouvert. Cela ne suffit absolument pas pour atteindre un homme au 3e étage d'un immeuble situé à 30 mètres. Les équipages voyaient leurs assaillants. Ils ne pouvaient pas les atteindre. Les mitrailleurs de tourelle tentèrent de compenser. Mais la mitrailleuse de toit exposait le servant à tout tireur embusqué dans les étages. Sortir de la tourelle dans cette rue, cette nuit-là, équivalait à se désigner comme cible. Les équipages restèrent donc à l'intérieur. Et les roquettes continuèrent de tomber sur les flancs des chars, sur les moteurs, sur les joints de tourelle, les points faibles que tout combattant tchétchène avait appris à viser en quelques semaines d'entraînement. À l'aube du 1er janvier 1985, la 131e brigade avait cessé d'exister comme unité de combat. La majorité de ses blindés étaient détruits ou abandonnés dans les rues du centre de Grozny. Le chiffre exact des pertes fit l'objet de débats pendant des années, les sources russes et occidentales divergeant considérablement. Ce qui ne fit jamais l'objet d'aucun débat, c'est le diagnostic. Il était écrit noir sur blanc dans les rapports que des officiers rédigèrent dans les semaines suivantes. Un char seul dans une ville est une cible. Sans infanterie pour couvrir ses angles morts, sans armes capables de frapper en élévation, sans protection contre les menaces verticales, le char le plus puissant du monde devient un cercueil de 60 tonnes. Ce n'était pas une découverte. Les Américains l'avaient appris à Hué en 1968. Les Israéliens l'avaient appris à Suez en 1973. Les Soviétiques eux-mêmes l'avaient documenté en Afghanistan entre 1979 et 1989. Le savoir existait. Il dormait dans des archives. Ces rapports remontèrent la chaîne hiérarchique. Ils furent lus. Ils furent enregistrés. Et le commandement fit ce que les commandements font face à une vérité inconfortable qui arrive au mauvais moment. Il attendit. La guerre devait se terminer rapidement. Les négociations allaient commencer. Ce n'était pas le moment de remettre en question 20 ans de doctrine blindée.
Ce n'était pas le moment de reconnaître que l'armée la plus mécanisée d'Europe avait été arrêtée dans une ville par des hommes armés de lance-roquettes à $300 pièce. Alors, on attendit. À Nijni Tagil, dans l'Oural, une ville grise de 600 000 habitants où l'usine Ural-Vagonzavod produisait depuis des décennies à la fois des chars de combat et des wagons de chemin de fer sur des lignes de production voisines, des ingénieurs lisaient les mêmes rapports. Eux aussi avaient vu les images de Grozny. Eux aussi avaient compris le diagnostic. Mais leur réaction fut différente. Ils prirent une feuille de papier et commencèrent à dessiner une réponse. La question qu'ils posèrent était brutalement simple. Si le char ne peut pas protéger ses angles morts dans une ville, quelle machine pourrait le faire? La réponse qu'ils trouvèrent était tout aussi brutale. Une machine capable de frapper dans toutes les directions, à toutes les élévations, contre toutes les menaces simultanément. Une machine avec des canons, des missiles, des lance-grenades, des mitrailleuses. Une machine conçue spécifiquement pour accompagner le char là où le char ne pouvait pas se défendre seul. Ils l'appelèrent BMPT, Boyevaya Machina Poderski Tankov, machine de combat de soutien au char. Le monde allait bientôt l'appeler autrement. Ce projet allait mettre 20 ans à traverser les bureaux de Moscou, et pendant ces 20 ans, l'armée russe allait retourner dans les villes, retrouver les mêmes rues, les mêmes angles morts, les mêmes roquettes tirées depuis les étages supérieurs, et perdre à nouveau des hommes pour exactement les mêmes raisons. La question n'est pas de savoir si les ingénieurs de Nijni Tagil avaient trouvé la bonne réponse. La question est de savoir pourquoi la bonne réponse ne suffit jamais à traverser la bonne porte au bon moment. Nijni Tagil, 1996. Dans un bureau de l'usine Ural-Vagonzavod, un ingénieur pose sur la table une maquette en bois. Elle ressemble à un char, mais elle n'en est pas un. Pas de tourelle classique, 2 canons côte à côte, des rampes de missiles sur les flancs, un assemblage qui n'existe nulle part dans aucun catalogue militaire au monde. Ses collègues regardent. Personne ne dit que c'est une mauvaise idée. Personne ne dit non plus comment convaincre Moscou. Le problème n'était pas technique. Les ingénieurs d'Ural-Vagonzavod savaient construire des blindés. Ils en construisaient depuis 1941, sans interruption, sur les mêmes terres de l'Oural où Staline avait déplacé l'industrie de guerre soviétique pour la mettre hors de portée des panzers allemands. Le problème était d'une autre nature, infiniment plus complexe à résoudre qu'une question de blindage ou de motorisation. Le problème était le suivant. Dans quel régiment mettons une machine qui n'appartient à aucune catégorie existante? L'armée russe des années 90 héritait d'une structure née pour une guerre précise, une guerre blindée massive en Europe centrale, des colonnes de chars perçant les lignes de l'OTAN dans les plaines d'Allemagne. Cette doctrine avait ses régiments, ses bataillons, ses tableaux d'effectifs, ses lignes budgétaires. Chaque machine avait sa case. Le char allait dans le bataillon blindé. Le véhicule blindé de transport allait dans le bataillon mécanisé. La BMPT n'allait nulle part. Elle était trop lourde et trop armée pour accompagner l'infanterie. Elle n'était pas un char et ne pouvait pas remplacer un char. Les officiers du bureau compétent à Moscou n'étaient pas stupides. Ils voyaient la logique de la machine. Ils ne voyaient simplement pas où la mettre. Et dans un système militaire bureaucratique, ce qui n'a pas de case n'existe pas. Le premier passage devant la commission d'évaluation eut lieu au début des années 2000. La machine se présenta sans concurrent direct. Aucun autre bureau d'études n'avait proposé de concept alternatif. La commission examina le dossier. Elle posa la question du rattachement organique. Les représentants d'Ural-Vagonzavod n'avaient pas de réponse satisfaisante. La commission refusa. Ce n'était pas un refus de la machine. C'était un refus de la complexité administrative qu'elle impliquait. Réécrire les tableaux d'effectifs, créer une nouvelle catégorie, former des équipages selon une doctrine inexistante, autant de chantiers que personne n'avait ni le mandat ni l'envie d'ouvrir dans une armée qui se débattait avec des problèmes de soldes impayés et d'équipements qui tombaient en ruine. Entre-temps, 1999 arriva, et avec lui Grozny une deuxième fois. Le commandement avait tiré des leçons de 1995, du moins en apparence. Cette fois, l'infanterie avançait avec les chars.
Les troupes ne s'engouffraient plus seules dans les couloirs de béton. Mais une vérité inconfortable se manifesta rapidement. Un fantassin avec une Kalachnikov ne peut pas couvrir efficacement le 5e étage d'un immeuble de 9 étages pendant qu'il avance sous le feu. L'idée était juste. L'exécution butait sur une limite physique que aucune réorganisation doctrinale ne pouvait effacer. Les pertes en blindés restèrent significatives. Les rapports d'après-opération répétèrent, avec une régularité qui aurait dû être alarmante, les mêmes formulations que les rapports de 1995. Différentes batailles, même diagnostic. À Nijni Tagil, le projet continua. Les ingénieurs modifièrent la machine, répondirent aux objections techniques, affinèrent la conception. La BMPT évolua vers une configuration qui paraissait répondre à tous les problèmes identifiés à Grozny. 2 canons automatiques de 30 mm capables de frapper en élévation jusqu'aux étages supérieurs. 4 missiles anti-chars pour les menaces à longue distance. 2 lance-grenades automatiques pour saturer les angles morts. 2 mitrailleuses pour la protection rapprochée. 5 systèmes d'armes distincts sur une seule plateforme. L'équipage nécessaire pour les opérer simultanément, 5 hommes. C'était une réponse totale à une menace totale. C'était aussi une machine d'une complexité opérationnelle sans précédent, pour laquelle il n'existait aucun manuel d'emploi, aucune école de formation, aucune doctrine d'engagement. La commission se réunit à nouveau, elle refusa à nouveau. Pas parce que la machine était mauvaise, parce que le problème de la case dans le tableau d'effectifs n'avait toujours pas été résolu. Ce cycle se répéta avec une constance qui relevait moins de la bureaucratie ordinaire que d'un mécanisme institutionnel parfaitement huilé pour préserver l'existant. Chaque refus était techniquement justifié. L'ensemble du processus aboutissait à une conclusion absurde. L'armée russe refusait une machine conçue pour résoudre un problème qu'elle avait documenté elle-même, parce que cette machine ne correspondait pas à des catégories administratives héritées d'une doctrine obsolète. C'est alors que le Kazakhstan entra dans l'histoire, sans prévenir et sans que personne à Moscou semble y avoir prêté attention sur le moment. Les militaires kazakhs avaient suivi le développement de la BMPT depuis les expositions de Nijni Tagil. Ils n'avaient pas les mêmes contraintes. Ils n'avaient pas de doctrine héritée de la guerre froide à défendre, pas de tableau d'effectifs vieux de 30 ans à protéger, pas de généraux dont la carrière avait été bâtie sur un modèle tactique que la BMPT remettait implicitement en question. En 2011, le Kazakhstan signa un contrat et adopta officiellement la BMPT. La machine, conçue dans l'Oural russe, financée en grande partie par des commandes d'État russes, testée sur des polygones russes, entrait en service dans une armée étrangère pendant que l'armée russe continuait d'examiner des dossiers. Ural Vagon Zavod produisait toujours ses wagons de chemin de fer sur les lignes voisines. La machine de guerre la plus complexe jamais conçue pour le combat urbain attendait dans un hangar. Et dans les archives de l'état-major russe, les rapports de Grozny continuaient de vieillir, sans que leurs conclusions aient jamais été pleinement traduites en métal et en doctrine. La question que personne à Moscou ne posait officiellement était pourtant simple. Si la machine était inutile, pourquoi le Kazakhstan venait-il de l'acheter ? Et si elle était utile, qui allait enfin expliquer dans quel bataillon la mettre ? Nijni Tagil, été 2009. Sur le polygone d'essai de l'exposition Russia Arms Expo, une BMPT effectue une démonstration de tir devant plusieurs centaines d'observateurs militaires étrangers. Les 2 canons pivotent en élévation, frappent des cibles simulées aux étages supérieurs d'une structure en béton. Les missiles partent en séquence. La machine tourne sur elle-même avec une agilité surprenante pour un engin de 47 tonnes. Dans les tribunes, des officiers kazakhs prennent des notes. Dans le même secteur, des officiers russes regardent leur téléphone. Ce détail n'est pas anecdotique. Il dit quelque chose de précis sur l'état d'esprit dans lequel 2 armées différentes regardaient exactement la même machine au même moment. Les Kazakhs voyaient un outil. Les Russes voyaient un problème administratif non résolu. Cette asymétrie de perception allait définir les 6 années suivantes avec une logique implacable. La délégation kazakh n'arrivait pas à Nijni Tagil par hasard ou par curiosité touristique. L'armée kazakh menait depuis plusieurs années une réflexion sérieuse sur ses besoins réels en matière de blindés lourds. Le Kazakhstan partage des milliers de kilomètres de frontières avec la Russie et la Chine, 2 puissances nucléaires.
Sa doctrine de défense ne pouvait pas reposer sur la profondeur stratégique. Elle devait reposer sur la capacité à engager rapidement, à saturer localement, à dissuader par la qualité là où la quantité était impossible. La BMPT correspondait à cette logique de façon presque parfaite. 5 systèmes d'armes sur une seule plateforme, capables d'engager simultanément des fantassins, des blindés légers et des positions fortifiées. Pour une armée de taille moyenne, avec des ressources limitées, c'était une concentration de puissance de feu qui avait une valeur dissuasive réelle. Le contrat fut signé en 2011, la livraison suivit, et la BMPT entra officiellement en service dans l'armée kazakh pendant que le ministère de la Défense russe continuait de produire des documents d'évaluation. Ce paradoxe aurait dû provoquer une crise institutionnelle à Moscou. Il ne provoqua rien de visible. Officiellement, les deux processus étaient indépendants. L'exportation relevait d'une logique commerciale, l'adoption nationale relevait d'une logique doctrinale. Le fait que ces deux logiques produisaient des conclusions diamétralement opposées sur la même machine ne semblait déranger personne dans les étages supérieurs de l'état-major. À Uralvagonzavod, la situation était moins confortable qu'il n'y paraissait. Vendre à l'étranger une machine que votre propre armée refuse d'adopter génère une forme de publicité particulièrement ambiguë. Cela prouve que la machine est exportable. Cela soulève aussi la question que les journalistes spécialisés commençaient à poser ouvertement dans les revues militaires russes. Si le Kazakhstan a compris comment intégrer cette machine dans sa structure de force, pourquoi l'armée russe, avec 10 fois plus de moyens analytiques et doctrinaux, n'y parvient pas? Les réponses officielles restaient vagues. Elles évoquaient des différences de contexte opérationnel, des priorités budgétaires, des calendriers de modernisation. Elles n'évoquaient jamais la vraie raison, qui était simple et inavouable. Accepter la BMPT signifiait reconnaître que la doctrine blindée russe avait un angle mort structurel. Et reconnaître cet angle mort signifiait reconnaître que Grozny avait été perdu pour des raisons qui n'avaient pas encore été corrigées. C'est dans ce contexte que la décision fut finalement prise, non pas à la suite d'une révélation doctrinale ou d'une pression parlementaire, mais sous l'effet combiné de 3 facteurs simultanés. Le premier était la Syrie, où la Russie intervenait militairement depuis septembre 2015 et où les combats urbains à Alep et ailleurs reproduisaient avec une fidélité troublante les conditions de Grozny. Le second était la pression d'image. La Russie vendait des armes dans le monde entier en s'appuyant sur sa réputation de puissance militaire, et continuer à ne pas adopter sa propre machine de soutien aux chars devenait difficile à expliquer aux clients potentiels. Le troisième facteur était plus prosaïque. Uralvagonzavod avait besoin de commandes nationales pour justifier ses lignes de production, et le ministère de la Défense avait besoin de montrer que la modernisation de l'armée avançait concrètement. En 2017, 22 ans après la nuit du 31 décembre 1984, la BMPT fut officiellement adoptée par l'armée russe. L'annonce fut discrète. Il n'y eut pas de cérémonie nationale, pas de discours présidentiel, pas de couverture médiatique comparable à ce qui accompagnait habituellement l'adoption d'un nouveau système majeur. La machine entra dans les inventaires comme on range un dossier embarrassant dans un tiroir, en espérant que personne ne demandera pourquoi il a fallu si longtemps. Ce qui rendit cette adoption encore plus singulière, c'est ce qui se passait simultanément à quelques milliers de kilomètres, dans le désert syrien. Des BMPT étaient déjà en Syrie avant l'adoption officielle. Pas en grand nombre, pas officiellement, mais elles y étaient. Et la manière dont leur présence devint publique dit beaucoup sur la façon dont la guerre change dans un monde où tout le monde filme tout avec un téléphone. Un véhicule blindé peut rester secret sur un théâtre d'opération pendant des semaines si les conditions tactiques le permettent. En Syrie, en 2017, ces conditions n'existaient pas. Des dizaines de groupes armés, de journalistes, de civils documentaient en temps réel les mouvements de matériel dans les zones de combat. Les images circulaient sur Telegram, sur Twitter, sur des forums spécialisés, avant même que les états-majors aient eu le temps de rédiger leurs rapports internes. Et dans cette masse d'images, des analystes civils, des gens travaillant depuis des appartements à Londres, à Riga, à Berlin, identifièrent la silhouette caractéristique de la BMPT dans la région de Deir ez-Zor. La question qui restait ouverte, et qui allait s'ouvrir encore davantage dans les mois suivants, était celle-ci. La BMPT avait enfin traversé toutes les barrières administratives. Elle était en Syrie. Elle tirait pour de vrai.
Mais est-ce qu'elle faisait ce pourquoi elle avait été conçue, ou est-ce qu'elle était là pour autre chose? Deir ez-Zor, automne 2017. Une vidéo de 40 secondes, filmée sur un téléphone depuis une position surélevée, montre un blindé progressant le long d'un mur éventré. La qualité est médiocre, la poussière brouille les contours. Mais la silhouette ne correspond à rien de connu dans l'inventaire syrien ou russe officiel déployé jusqu'alors. 2 canons parallèles, une superstructure basse, des rampes latérales. La vidéo est mise en ligne sur un canal Telegram à 3 heures du matin. Avant le lever du soleil, elle a été visionnée par des milliers de personnes, dont une fraction infime va changer le cours de l'information. Ces personnes ne travaillaient pas pour des agences de renseignement, elles ne portaient pas d'uniforme. Elles opéraient depuis des appartements ordinaires, avec des connexions Internet ordinaires et des bases de données construites par passion plutôt que par mandat institutionnel. Le mouvement OSINT, Open Source Intelligence, renseignement par sources ouvertes, avait émergé progressivement depuis les années 2010 comme une force d'analyse indépendante capable de documenter des conflits avec une précision que les médias traditionnels ne pouvaient pas atteindre. En Syrie, des collectifs comme Bellingcat avaient déjà établi leur crédibilité en identifiant des systèmes d'armes, en géolocalisant des frappes, en reconstituant des chaînes d'événements que les parties au conflit niaient officiellement. Ce qu'ils firent avec la vidéo de Deir ez-Zor fut méthodique et rapide. La comparaison des silhouettes fut la première étape. Les analystes superposèrent l'image extraite de la vidéo avec des photographies de la BMPT prises lors des expositions de Nijni Tagil et des défilés du jour de la victoire à Moscou. L'angle d'élévation des canons, la position des rampes de missiles, le rapport entre la largeur de la caisse et la hauteur de la superstructure, tout correspondait. La deuxième étape fut la géolocalisation. En croisant les caractéristiques architecturales visibles en arrière-plan avec des images satellites disponibles en open source, les analystes placèrent la vidéo dans un secteur précis de la périphérie de Deir ez-Zor avec une marge d'erreur de quelques centaines de mètres. La troisième étape fut la datation par les métadonnées et les conditions d'éclairage. En moins de 6 heures après la mise en ligne de la vidéo, plusieurs comptes spécialisés avaient publié des analyses détaillées, avec sources, comparaisons visuelles et coordonnées approximatives. Le ministère de la Défense russe ne commenta pas. Ce silence était lui-même une forme de confirmation, pour quiconque connaissait les habitudes de communication du Kremlin. Quand quelque chose est faux, ou sans rapport avec la Russie, le démenti arrive vite. Quand quelque chose est vrai mais embarrassant, le silence s'installe. La BMPT à Deir ez-Zor rejoignit ainsi la liste des réalités officiellement inexistantes que tout le monde pouvait voir sur Internet. Ce qui rendit la situation particulièrement révélatrice, ce n'était pas simplement la présence de la machine. C'était le contexte tactique dans lequel elle opérait. Les vidéos disponibles montraient la BMPT progressant dans des environnements urbains dégradés, accompagnant des colonnes d'infanterie dans des secteurs où les forces pro-gouvernementales syriennes combattaient des positions retranchées de l'État islamique. C'était précisément le scénario pour lequel la machine avait été conçue. Rues étroites, menaces verticales, angles morts à couvrir, infanterie à protéger. Sur le papier, c'était la démonstration parfaite. Mais les analystes qui regardaient ces mêmes vidéos avec attention notaient des détails qui nuançaient le tableau triomphal. La BMPT n'opérait pas seule, ce qui était normal et prévu par sa conception, mais elle n'opérait pas non plus dans la configuration que ses créateurs avaient théorisée, c'est-à-dire en binôme systématique avec des chars T-72 ou T-90, selon un protocole d'engagement défini. Elle semblait intégrée de façon improvisée dans des formations mixtes, sans que les équipages environnants aient manifestement reçu de formation spécifique sur la façon d'exploiter ses capacités. Une machine conçue pour une doctrine précise, employée sans cette doctrine, n'est plus qu'un blindé très lourdement armé qui avance avec les autres. Ce n'est pas sans valeur, c'est simplement beaucoup moins que ce qui avait été promis. Le nombre de BMPT effectivement déployés en Syrie ne fut jamais officiellement confirmé. Les estimations des analystes OSINT, basées sur le recensement des apparitions documentées, suggéraient un chiffre très limité, de l'ordre de quelques unités, certainement pas d'un déploiement à l'échelle d'un bataillon. Ce volume correspondait moins à une intégration doctrinale qu'à une expérimentation contrôlée.
ou à une vitrine. La distinction entre ces deux intentions est fondamentale, parce qu'elle détermine ce qu'on apprend réellement d'un engagement militaire. Une vitrine vous dit comment la machine se comporte dans des conditions choisies. Une expérimentation vous dit comment la doctrine fonctionne dans des conditions réelles. La Syrie était quelque part entre les deux, et cette ambiguïté fut soigneusement entretenue dans les communications officielles russes. Les médias d'État russes produisirent effectivement des reportages sur la BMPT en Syrie. Ils étaient enthousiastes, visuellement impressionnants, et remarquablement dépourvus de données quantifiables. Aucun chiffre d'engagement, aucun ratio de cible neutralisé, aucune comparaison avec les performances des blindés conventionnels dans les mêmes secteurs. Ce vide statistique était en lui-même un signal. Une armée qui dispose de données positives sur une nouvelle arme les publie. Une armée qui ne publie rien a soit des données qu'elle ne veut pas partager, soit des données qu'elle n'a pas encore organisées, soit des données qui ne racontent pas l'histoire qu'elle voudrait raconter. À l'exposition Armia de 2017, quelques semaines après les premières apparitions documentées en Syrie, la BMPT occupait une place centrale dans le pavillon terrestre. Des délégations militaires de nombreux pays circulaient autour de la machine. Les brochures commerciales mentionnaient le baptême du feu syrien comme argument de vente. C'était habile. La Syrie transformait une machine longtemps perçue comme un prototype perpétuel en système éprouvé au combat. Peu importait que la nature exacte de cette épreuve restât indéfinie. Dans le monde de l'exportation d'armement, la mention d'un engagement réel vaut souvent plus qu'une décennie de résultats d'essais sur polygone. Ce que personne dans les brochures ne mentionnait, c'est que pendant que la BMPT faisait ses débuts syriens, une version simplifiée de la même machine était déjà en développement avancé. La BMPT 72, baptisée Terminator 2 pour les marchés export, réduisait l'équipage de 5 à 3 hommes et supprimait certains des systèmes d'armes secondaires. Officiellement, c'était une optimisation pour les besoins des clients étrangers disposant de structures de formation différentes. Dans la logique des ingénieurs qui avaient travaillé sur l'original, c'était une reconnaissance silencieuse que 5 systèmes d'armes et 5 opérateurs représentaient une complexité que même les armées les mieux entraînées avaient du mal à exploiter pleinement dans le chaos d'un engagement urbain réel. Une machine simplifiée pour être utilisable est une machine dont la version originale était trop complexe. Cette phrase ne figurait dans aucun document officiel. Elle décrivait pourtant avec précision ce que 20 ans de développement, une adoption par défaut et quelques semaines de combat syrien avaient collectivement démontré. Le Terminator partie 5. Mariupol, mars 2022. Une colonne blindée russe progresse rue par rue dans un quartier résidentiel dont les immeubles de 9 étages ressemblent trait pour trait au bloc soviétique de Grozny. Les façades sont éventrées. Les escaliers de béton servent de position de tir. Les défenseurs ukrainiens ont eu des semaines pour préparer chaque angle, chaque fenêtre, chaque sous-sol. Et au milieu de cette colonne, filmée par un drone ukrainien qui tourne en cercle lent à 200 mètres d'altitude, apparaît une silhouette que les analystes OSINT identifient en moins d'une heure. 2 canons parallèles. Une superstructure basse. Le Terminator est là. La ville est la même qu'en 1995. La machine est différente. Le résultat, lui, est encore en train de se décider. L'Ukraine introduisit une variable que ni Grozny ni la Syrie n'avaient pleinement mise en jeu, la menace verticale motorisée. À Grozny, les RPG venaient des étages. En Syrie, les drones étaient rares et primitifs. En Ukraine, dès les premières semaines de 2022, les drones commerciaux modifiés et les systèmes militaires de type Bayraktar saturaient l'espace aérien au-dessus des colonnes blindées avec une intensité sans précédent dans l'histoire des conflits modernes. La BMPT avait été conçue pour regarder vers le haut contre des fantassins aux fenêtres. Elle n'avait pas été conçue pour regarder vers le haut contre des essaims de quadricoptères portant des grenades anti-chars. Cette distinction, en apparence technique, changeait fondamentalement l'équation pactique que la machine était censée résoudre. Les images de BMPT détruites en Ukraine commencèrent à apparaître dans les premières semaines du conflit. La photodocumentation OSINT, appliquant les mêmes méthodes qu'en Syrie, recensa des épaves identifiables dans plusieurs secteurs. Chaque image posait la même question silencieuse. Comment une machine conçue spécifiquement pour survivre dans les environnements les plus hostiles aux blindés pouvait-elle être neutralisée dans les conditions mêmes pour lesquelles elle avait été construite ?
Les réponses que les analystes proposaient convergeaient vers un point commun. La BMPT protégeait les chars contre les menaces latérales et verticales classiques. Elle ne protégeait pas les chars contre des opérateurs de drones postés à 3 km de distance dans un appartement chauffé, guidant une munition rôdeuse vers le toit d'un blindé dont le blindage supérieur n'avait jamais été une priorité de conception. Le toit. Ce détail architectural de la guerre blindée concentrait en 2 mots tout ce que 20 ans de développement n'avaient pas anticipé. Le T-72 standard a un blindage de toit de l'ordre de quelques dizaines de millimètres. La BMPT, construite sur le même châssis, partageait cette vulnérabilité. Ses concepteurs avaient pensé à tout ce qui venait des côtés et d'en bas. Ils avaient pensé aux étages des immeubles. Ils n'avaient pas pensé à ce qui viendrait du ciel, sans pilote et sans bruit avant l'impact. Ce n'était pas une erreur de leur part. Au moment où la BMPT fut conçue, cette menace n'existait pas sous cette forme. Mais la guerre n'attend pas que les ingénieurs rattrapent leur retard. Ce que l'Ukraine révéla avec une brutalité particulière, c'est la différence entre résoudre un problème et résoudre le problème d'hier. La BMPT était la réponse correcte à Grozny 1995. Elle aurait été décisive dans les rues de cette ville, cette nuit-là, avec ces menaces-là. Le temps qu'elle arrive en service réel, les menaces avaient évolué dans une direction que personne n'avait intégrée dans ses spécifications. Cette dynamique n'est pas propre à la BMPT, ni à la Russie. C'est la condition permanente du développement militaire. Les systèmes sont conçus pour la guerre précédente, arrivent pour la guerre actuelle et combattent dans la guerre suivante. Mais 22 ans de retard entre le diagnostic et la réponse laissaient une marge d'évolution particulièrement cruelle. Il y eut pourtant des secteurs en Ukraine où la BMPT se comporta selon sa conception originale. Dans certains axes d'avance à Mariupol et dans d'autres zones urbaines, des témoignages de combattants ukrainiens et des analyses de positions défensives suggéraient que la présence d'une BMPT dans une colonne modifiait réellement le comportement des défenseurs. La capacité à frapper simultanément plusieurs étages avec des cadences de tir élevées créait une pression de suppression que les blindés conventionnels ne pouvaient pas générer. Dans ces cas précis, la machine faisait ce pour quoi elle avait été construite. Le problème était que ces cas précis coexistaient avec d'autres situations où elle brûlait comme n'importe quel autre blindé, ce qui rendait toute évaluation globale de ses performances impossible à établir honnêtement depuis l'extérieur. L'armée russe ne publia aucune donnée consolidée sur l'emploi de la BMPT en Ukraine. Ce silence répétait exactement le silence syrien, avec une intensité amplifiée par l'échelle du conflit. Des dizaines de milliers d'images et de vidéos documentaient quotidiennement les opérations des deux côtés. Les pertes en BMPT étaient visibles, géolocalisées, datées par des civils armés de logiciels gratuits. Les succès restaient dans des rapports que personne en dehors de l'état-major ne lirait jamais. Cette asymétrie informationnelle, les échecs publics, les succès secrets, produisait une image forcément partielle et négative de la machine, indépendamment de ses mérites réels. Ce qui rendit la situation encore plus ironique, c'est que pendant que la BMPT combattait en Ukraine avec des résultats ambigus, plusieurs pays regardaient le conflit avec attention et tiraient leurs propres conclusions sur ce qu'ils devaient acheter ou développer. La Corée du Sud accélérait son programme de véhicules de soutien aux chars. Les États-Unis relançaient des discussions sur des concepts similaires abandonnés dans les années 2000. L'idée centrale que les ingénieurs de Nijni Tagil avaient posée sur une feuille de papier au milieu des années 90, le char a besoin d'un garde du corps blindé dans les environnements urbains, était en train de devenir un consensus mondial. Pas grâce à la BMPT, malgré ce que la BMPT était devenue. Dans une rue de Mariupol, au printemps 2022, une BMPT s'immobilise. Les images disponibles ne permettent pas d'établir avec certitude pourquoi. Panne mécanique, tir anti-char, drone. Elle est abandonnée en position, 2 canons pointés vers un immeuble éventré dont les étages supérieurs sont vides. À quelques centaines de mètres, les débris d'un T-72 fument encore dans le carrefour qu'il n'a pas réussi à traverser. La machine conçue pour que ça n'arrive plus est là, immobile, à côté du problème qu'elle était censée avoir résolu. Si vous pensez que la bonne idée au bon moment suffit à changer le cours d'une guerre, dites-le dans les commentaires. Parce que l'histoire du Terminator suggère que le bon moment, lui, n'attend personne. Si cette série vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, le bouton like est là, et il ne coûte rien.
Et si vous voulez continuer à comprendre pourquoi les meilleures machines de guerre ne sont pas toujours celles qui gagnent, abonnez-vous. Parce que la prochaine fois, on va parler d'un char que l'armée la plus puissante du monde a refusé d'acheter, que ses ennemis ont capturé et qui s'est retourné contre eux avec une efficacité que personne n'avait prévue.